J'avais promis de ne pas prononcer le nom d'Irina, qui est irritée à chaque fois qu'on prononce son nom, mais je me dois quand même de remercier l'ensemble au moins de l'organisation de ce colloque pour l'accueil et aussi l'intérêt des contenus, bien sûr, que nous entendons. Dans le dessin que l'humoriste Jean-Marc Sampé publie au milieu des années 70, dans un recueil intitulé « Un léger décalage », il faut sans doute lire une critique de l'uniformité architecturale supposée du logement collectif plus qu'une critique de l'architecture des maisons de la culture. Si les maisons de la culture en France se distinguaient de l'architecture du quotidien, de la période, c'est pour des raisons beaucoup plus sophistiquées que le dessin ne le laisse supposer. Les hésitations entre le monument représentatif de la politique culturelle de l'État et la machine qui rendait possible toutes les variations et les évolutions de l'action culturelle peuvent qualifier les architectures des maisons de la culture de cette période. Ces hésitations ont été profitables à l'expression d'une architecture publique pensée pour de nouveaux usages. Le dessin aussi permet de comprendre d'une certaine manière comment une politique nationale peut au même moment soutenir une forme d'uniformité architecturale, mais aussi une forme de singularité au travers des équipements. Et d'ailleurs, les équipements des grands ensembles français, des grands ensembles de logements collectifs, se marquaient très souvent par une forme de singularité architecturale. Même si le programme des maisons de la culture trouve ses origines avant la Seconde Guerre mondiale en France, autour de l'association des artistes et écrivains révolutionnaires, les maisons de la culture deviennent le programme phare de la décentralisation culturelle portée par André Malraux, ministre d'un tout nouveau ministère des Affaires culturelles à partir de 1959. Il s'agissait alors de développer sur l'ensemble du territoire français un nouvel équipement pour compenser ce qu'on appelait à l'époque le désert français, c'est-à-dire que la concentration des équipements culturels était dans la région parisienne, et donc de faire un nouvel équipement, instrument de la volonté de décentralisation culturelle. Ce que vous voyez là, c'est la carte de la répartition de ces réalisations en 1974. C'est les points rouges, vous voyez qu'il y en a relativement peu. En jaune, ceux qui étaient préfigurés et qui devaient être construites. La filiation entre les maisons de la culture et les équipements d'avant-guerre peut être représentée par les deux grands genres qui apparaissaient dans l'architecture publique en France à partir des années 30. Et pour cela, je vole très régulièrement ce que Jean-Louis Cohen, à un moment donné, a énoncé à propos des équipements d'avant-guerre, en distinguant d'une certaine manière ceux qui relèvent du monument et ceux qui relèvent de la machine. En fait, le Palais du Travail de Villeurbanne, 1828-1934, de l'architecte Maurice Leroux, qui comprend un théâtre de 1500 places, une piscine et une salle de réunion, offre une version très monumentale de l'architecture pour le peuple, articulant des fonctions différentes autour d'une salle de théâtre. On pourrait dire que avant-guerre, c'est ce qui représente peut-être cette filiation avec le monument et cette version monumentale. Alors que la Maison du Peuple de Clichy, des architectes Eugène Baudouin et Marcel Lodz, assistés de Bodianski et de Jean Prouvé, repose sur la combinaison programmatique beaucoup plus inhabituelle d'un marché couvert au rez-de-chaussée et d'une salle de spectacle, décapotable littéralement, puisque la couverture coulisse le long de rails et s'ouvre vers le ciel. La machine de Clichy exprime un idéal de mobilité permanente et annonce la polyvalence, la flexibilité et la mobilité de futurs autres programmes, particulièrement ceux des maisons de la culture. Il est significatif de se rendre compte que ces équipements, en fait, les maisons de la culture en France, vont prendre donc des configurations très différentes, avec plus ou moins de variations à partir de ces deux aspects, soit monumental, soit, je dirais, machinique, pour reprendre un terme employé par un architecte célèbre. En réalité, de ce point de vue-là, les premières maisons de la culture, elles commencent par financer, grâce à des financements de l'État, des reconstructions de théâtres des villes détruites. C'est le cas de Caen, par exemple, où les projets initialement étaient de la reconstruction d'un théâtre détruit pendant la guerre.
et qui va être rattrapé, pourrait-on dire, par ce programme de la Ve République, qui va transformer les choses du point de vue du financement, mais aussi du point de vue de la complétude du programme. Il ne s'agit plus de simples salles de théâtre, mais évidemment d'autres équipements, des programmes qui comprennent quelquefois des médiathèques, souvent le jumelage d'une salle de très grande taille et d'une petite salle, et aussi toutes sortes d'équipements qui iront jusqu'à la salle de télévision collective, par exemple. Donc, elles prennent, ces maisons de la culture en France, des aspects très différents. La maison de la culture d'Amiens, par exemple, est aussi construite dans le cadre de la reconstruction, et elle comprenait une salle qui était une sorte d'hommage à cette flexibilité, puisque les sièges des spectateurs étaient rotatifs, ce qui a été très vite éliminé, puisque c'était assez insupportable pour contempler quelquefois des scènes de théâtre en fait qui avaient un dispositif frontal. Mais on retrouve là donc une esthétique qui précède en fait la fin des années 50. Il y a quelques salles quelques maisons de la culture qui ont aussi tenté de devenir des expressions, on va dire, de la complexité du programme. Et c'est le cas de celle de Jean Lecouteur à Reims, qui est très intéressante de ce point de vue-là, outre le fait que l'inspiration directe est le théâtre de Malmö, qui comporte un grille latéral et non pas au-dessus de la scène, ce qui est un dispositif qui était obligatoire pour ne pas gêner la vue sur la cathédrale de Reims, mais c'est surtout l'architecte qui explique que dès le hall d'entrée, en réalité, il a voulu exprimer dans l'architecture et dans l'espace la combinaison de programmes différents. Et effectivement, dans le hall d'entrée, on perçoit le dessous de la grande salle, mais aussi tous les autres équipements de la maison de la culture en question. Et peut-être la plus synthétique, pourrait-on dire, est celle de Grenoble, de André Wojanski. Pourquoi ? Parce qu'elle est elle comporte à la fois, je dirais, une dimension monumentale très clairement. Elle est évidemment liée à la filiation du mouvement moderne, mais aussi elle comportait un dispositif scénique très original qui a donné lieu d'ailleurs à des conflit entre son concepteur et le concepteur de la Maison de la Culture, puisque c'est un dispositif qui est imaginé par Jacques Polieri, qui est une scène de théâtre annulaire et qui comportait un système de plateau tournant pour le public. Donc une sorte aussi de mobilité, si vous voulez, qui était associée là à un aspect monumental qui n'existe plus. Il faut préciser aussi que tous les architectes français qui ont eu à faire des maisons, à concevoir des théâtres et des maisons de la culture à cette époque-là, eh bien, font le voyage essentiellement en Allemagne. Et d'abord, pour voir la réalisation, mais aussi ils connaissent le projet de Mies van der Rohe qui, en fait, de Mannheim, qui reposait sur la combinaison d'une grande salle et d'une petite salle de théâtre, ce qui est, en fait, la base du programme des maisons de la culture. Et ils connaissent aussi, bien sûr, la réalisation de Gerhard Weber, notamment suite à ce concours. Mais ils connaissent aussi, par exemple, le théâtre de Gelsenkirchen, qui vont voir, les archives montrent que tous les architectes, généralement, qui ont à faire des théâtres, vont voir ces réalisations qui sont, à ce moment-là, très en avance par rapport à ce qui se passe en France. Revenons, je dirais, au monument et à la machine. Il n'est donc pas un hasard si les deux premières maisons de la culture qui s'ouvrent en France relèvent de ces deux genres, et notamment pour des raisons liées à leur filiation avec l'architecture d'avant-guerre. La maison de la culture de Bourges, qui est ouverte au mois d'octobre 1963, arbore une allure tout à fait monumentale. Elle est en fait une ancienne maison du peuple qui est transformée en maison de la culture par des additions programmatique. Bourges illustre très directement la filiation entre maison du peuple et maison de la culture. Mais les thèmes qui inspirent les architectes dans les programmes des maisons de la culture sont bien ceux déjà exprimés dans la maison du peuple de Clichy, la flexibilité et la polyvalence. En fait, de ce point de vue-là, paradoxalement, d'une certaine manière, on retrouve cette flexibilité dans un programme qui est adopté par le programme des maisons de la culture, mais qui est en fait un programme de musée.
En 1961, André Malraux n'a encore aucune maison de la culture à inaugurer, et donc il va inaugurer un musée, et il va l'intituler Musée Maison de la Culture, qui en fait ne comporte pas tout à fait tous les éléments de programme des maisons de la culture. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce musée Maison de la Culture est une espèce d'hommage à la flexibilité et à la mobilité, puisqu'on y présente des œuvres d'une manière non conventionnelle, et aussi son architecture, eh bien, c'est une architecture métallique qui fait directement référence, de mon point de vue, à la Maison du Peuple de Clichy. André Salomon, l'éclairagiste, et Jean Prouvé imaginent un pare-soleil horizontal qu'ils vont appeler un paralume, et en fait, l'ensemble de ce musée est couvert d'une verrière dont on maîtrise la lumière grâce à ce paralume. Et puis, ce que vous voyez dans cette coupe, c'est ces systèmes de suspente, en fait, avec des œuvres qui sont présentées sur des panneaux qui flottent littéralement dans l'espace, et que dans l'imaginaire des architectes qui ont conçu cette maison, ce musée Maison de la Culture, eh bien, on pourra modifier très régulièrement. C'est un musée qui est très intéressant parce qu'évidemment, il proposait du coup une coordination dimensionnelle entre le plafond et le sol. Donc, ce qu'on a au plafond, bien, c'est les systèmes qui correspondent à la trame du sol et qui permettent en fait de adopter en fait des systèmes verticaux avec ces systèmes de présentation des œuvres. Et donc, en fait, ce musée Maison de la Culture, qui va être l'outil un peu de promotion de la campagne sur les maisons de la culture, ne va pas jouer le rôle d'une maison de la culture, il ne comprend pas de salle de théâtre, et Malraux, qui va vraiment beaucoup profiter, je dirais, de cette inauguration pour, je dirais, développer ce programme dans toute la France, va se faire photographier au travers de la sculpture d'Adam, qui est un ami proche de lui, qui fait la sculpture monumentale sur le côté de la Maison de la Culture. Et ce que vous voyez sur les photos n'est pas un hasard, c'est-à-dire s'il se fait photographier avec au second plan une déesse, Citroën, c'est bien sûr que cette Maison de la Culture représente un niveau de modernité, si vous voulez, qui est considéré à la fin des années 50 comme quelque chose d'absolument remarquable et qui en fait lance le nouveau ministère de la Culture dans cette question de la modernité. La Maison de la Culture la première Maison de la Culture, donc le musée, se situe ici, dans un plan que vous avez déjà vu grâce à Annabella de Arroyo, qui est le plan de Perret au Havre, et la seconde va se passer ici, dans un carré qui respecte strictement la trame qu'Annabella de Arroyo aussi a évoquée, de 120 mètres par 120 mètres à cet endroit-là. Et en fait, pendant 7 ans, l'association de la Maison de la Culture va déménager dans l'hôtel de ville du Havre, qui se situe ici, qui est un hôtel de ville extrêmement monumental, pour tenter d'avoir une activité théâtrale. Et la ville du Havre a cette particularité d'avoir donc 2 maisons de la culture, puisque à partir de 1972, son maire, André Duroméa, va en fait commander à Oscar Niemeyer, il faut préciser que la ville du Havre est une ville communiste, donc elle commande à Oscar Niemeyer, en fait, la réalisation de sa vraie maison de la culture. Et elle va le faire dans un registre très militant, puisqu'en réalité, en 1972, elle commande cette maison de la culture à Oscar Niemeyer, mais en 1976, le programme des maisons de la culture n'est plus du tout d'actualité. C'est Alain Duhamel qui remplace André Malraux, et la décentralisation culturelle prend un autre tournant. Donc, Oscar Niemeyer, en fait, va concevoir une maison de la culture dans cette période un peu complexe entre 1972 et 1982. C'est-à-dire qu'en fait, la maison de la culture du Havre est presque la dernière maison de la culture qui va s'ouvrir en France. Elle est conçue en collaboration avec Jean Maure lyonnais, et elle est le fruit d'une très longue gestation donc et d'une lutte municipale avec les services de l'État, qui à ce moment-là ne finance plus la maison de la culture. Elle a aussi ceci d'intéressant, c'est que
elle est financée entre autres avec une fin de dommages de guerre de la reconstruction du Havre. Alors, cette durée explique le caractère quelque peu décalé d'ailleurs de son architecture dans le contexte de son ouverture au début des années 80. Cette maison donc est commandée en 72 et elle est inaugurée, autre symbole extrêmement important, par Jacques Lang, avec d'ailleurs un concert de l'Orchestre national de Lille, ce qui n'est pas un hasard puisque Pierre Monroy est Premier ministre, et notamment par Yvan Renard qui est un sénateur communiste et qui est président de l'Orchestre national de Lille. Il y a donc une portée extrêmement importante dans le contexte de l'arrivée de la gauche, de l'inauguration de cette maison de la culture du Havre. Évidemment, donc, l'édifice devient un double symbole, celui d'un équipement obtenu de haute lutte par une municipalité communiste, inaugurée par le Premier ministre de la Culture du tout nouveau gouvernement d'Union de la Gauche. Et en fait, elle présente quand même, au-delà de ce symbole, des particularités extrêmement intéressantes du point de vue architectural, puisque Oscar Niemeyer évoque lui-même le parti principal qu'il a pris. Je cite cette phrase dans un des livres qui relate sa mémoire, en fait. Quand je suis arrivé au Havre, j'ai vu les alignements d'Auguste Perret, j'ai senti le froid, le vent devant la mer, j'ai dit, je veux baisser la place de 4 mètres pour la protéger. Et donc, en fait, le carré de 120 mètres par 120 mètres, en fait, est un décaissé, et qui va être le dispositif de distribution des deux parties principales, le petit édicule qui contient la salle polyvalente et celui qui est le plus émergent qui contient une salle de théâtre. À mon avis, il y a aussi quelque chose de très intéressant dont Oscar Niemeyer ne parle pas, et que les critiques ne mentionnent pas trop, c'est qu'en fait, le projet d'Oscar Niemeyer est de rompre avec la séparation formelle qui est toujours présente dans les théâtres, entre la partie émergente, qui est le grill au-dessus de la scène, et puis la partie des spectacles. Et en réalité, il propose, on le voit très bien dans cette coupe, une manière de faire un bâtiment unitaire à partir d'un programme qui souvent décompose les deux parties d'un point de vue formel. Le chantier est assez impressionnant, surtout au début de l'informatique, semble-t-il, qui a été utilisé pour notamment calculer les courbures de la partie principale. Et j'insiste sur cette importance du sol, non seulement du décaissé, mais le fait que le sol est traité dans une grande continuité avec ces grandes plaques de béton armé, et puis ces formes évidemment souples qui s'insèrent dans la grille, pourrait-on dire, d'Auguste Perret. Manifestement, et Oscar Niemeyer en parle plusieurs fois, c'est un bâtiment auquel il est très très attaché, et qu'il considère comme une de ses meilleures réalisations. Elle est marquée de son empreinte. Voici une autre image qui montre un peu le contexte urbain dans lequel elle se situe. Elle est en plein centre-ville, dans l'axe du bassin du commerce, à très grande proximité donc de l'hôtel de ville, mais surtout, on peut dire, il s'approprie le bâtiment de manière personnelle avec cette sculpture fontaine conçue d'après un moulage de sa main et une inscription située juste au-dessus de ce moulage que je ne manque pas de vous citer. Un jour, comme cette eau, la terre, les plages et les montagnes à tous appartiendront. Et donc voilà une manière à la fois de faire référence, je dirais, peut-être à une partie de la doctrine de la politique qui promeut ce bâtiment, et aussi à son combat personnel et son implication personnelle dans le Parti communiste. La restructuration menée entre 2011 et alors 2015, bien qu'ayant obtenu l'accord d'Oscar Niemeyer, a été pourtant très légitimement critiquée,
Pourquoi? Parce que les images que je vous montre, et notamment les images de l'intérieur, eh bien, ne sont plus visibles. C'est-à-dire que la question du sol, qui est extrêmement importante, y compris dans les intérieurs de Niemeyer, et ce n'est pas par souci d'économie que Niemeyer utilise des moquettes, par exemple, c'est parce qu'il souhaite un sol continu, comme le sol extérieur qu'il avait pensé pour la Maison de la Culture du Havre. Eh bien, ces sols ont été modifiés, y compris les aspects polychromes, par exemple, de la salle de spectacle initiale, ou encore la petite salle de cinéma qui était située dans le grand volume. Mais c'est surtout cet aspect-là qui a été modifié dans la transformation entre 2011 et 2015, ce sol extérieur qui a été transformé par un pavage qui rompt, de mon point de vue, beaucoup la continuité du sol extérieur et du bâtiment qui était un des objectifs. On le voit un peu discrètement, je n'ai pas voulu renchérir de ce côté-là, mais c'est important de relever que le bâtiment de Niemeyer prend place dans un site protégé au titre de l'UNESCO à partir de 2005, mais que par contre cette protection, en tout cas cette labellisation au patrimoine de l'UNESCO, n'a pas permis d'avoir cette vigilance sur le caractère, on peut dire, architectural du bâtiment, et notamment sur ses intérieurs. Et je pense que c'est assez dommageable. Voici le périmètre de l'UNESCO qui est en jeu. Là, c'est ce qu'on appelle la zone tampon. Au moins, c'était dans le dossier de la proposition initiale. La Maison de la Culture de Oscar Niemeyer est ici. La première Maison de la Culture est située ici. À partir de 1967, Oscar Niemeyer s'est installé en France. Il ouvre une agence parisienne en 72 et la ferme en 1981. Durant cette période, il bénéficie bien sûr de très nombreuses commandes, dont un grand nombre resteront à l'état de projet. Et sa commande, peut-être évidemment la plus significative de son implication et des origines de ses commanditaires, et la commande pour le Parti communiste français de la Maison du Parti communiste français. Ce nom n'est pas un hasard, tout à fait. La Maison du Parti communiste français, qui est le siège en fait du Parti communiste qui était dispersé dans Paris auparavant. On voit ici Oscar Niemeyer sur la toiture terrasse. Oscar Niemeyer est membre du Parti communiste brésilien depuis 1945. Il a incarné l'architecture du renouveau politique sous la présidence de Kubitschek et donc aussi de la nouvelle capitale fédérale brésilienne. À ce titre, et parce qu'il est aussi une figure de l'internationale communiste, il bénéficie du soutien du Parti communiste français et de la plupart des municipalités. De ce point de vue, la réalisation donc la plus emblématique de Niemeyer, c'est bien sûr la Maison du Parti communiste français, place du Colonel Fabien. C'est un projet ici qui est présenté sous une forme de maquette sur laquelle je vais revenir. Ami des artistes et souhaitant traduire les idéaux de transformation sociale, le Parti communiste propose à Niemeyer le programme de sa représentation dans les formes architecturales. Le projet, qui illustre également une solution urbanistique assez originale dans la capitale, est édifié en deux phases. La première, entre 1965 et 1971, avec la collaboration de Paul Chemetov et de Jean Deroche, puis sur les conseils d'un ingénieur qui s'appelle Jacques Tricot, qui est l'ingénieur du BERIM, qui est le bureau d'études affilié, pourrait-on dire, au Parti communiste, mais aussi de Jean Prouvé, que je vais évoquer plus précisément. Eh bien, cette première phase est troublée par des problèmes de financement qui sont directement liés à des questions politiques, puisque, en réalité, le Parti communiste va perdre 40 députés lors de la consultation électorale de 1968, et donc une partie de ses ressources. La seconde partie du bâtiment commence en 1978 et en collaboration avec José-Louis Spino et Jean-Maure Lyonnais, celui qui avait collaboré à la Maison de la Culture du Havre. Elle se termine avec l'inauguration du siège en 1980. Les 6 étages de bureaux que vous voyez là, c'est donc la première tranche principalement avec son infrastructure, repose sur une structure répartissant des porteurs verticaux
le long de l'axe de la double courbure sinueuse dont l'ondulation épouse l'émergence de la coupole, qui est elle aussi, vous l'avez compris, enterrée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste l'émergence de la coupole, la salle principale de réunion, mais c'est un bâtiment, encore une fois, dans lequel on descend pour avoir, en fait, le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est situé au -1, pourrait-on dire. Et donc, en fait, le projet offre une sorte, c'était l'idée au départ, de place publique ouverte sur la ville, qui maintenant est d'ailleurs clôturée d'une certaine manière. L'ensemble ne relève d'ailleurs pas sans une certaine ambiguïté, à la fois d'une ouverture de l'espace public et d'une certaine étanchéité du regard, malgré sa façade intégralement verrière. Mais la coupole de l'Assemblée, en partie souterraine, à la fois secrète et protectrice, est l'une des traces d'un procédé extrêmement récurrent chez Niemeyer, pratiquer en fait une sorte de contrepoint en décomposant le programme. C'est ce qu'il avait fait au Havre, où il avait écarté la salle polyvalente. Finalement, il choisit de faire de la coupole une sorte de morceau de choix à proximité d'une très fluide rationalité, puisque la barre qui contient des bureaux est conçue de manière extrêmement rationnelle. Voici quelques images tirées d'une publication d'ailleurs de l'architecture d'aujourd'hui, et puis la série de plans qui permet de comprendre qu'en fait c'est le niveau rez-de-chaussée en fait est niveau -1 pratiquement, et que c'est lui qui dessert à la fois l'ensemble des services et qui permet de desservir la partie qui dessert les étages, en réalité, de la partie bureau, qui est accessible depuis cette partie-là au -1, pourrait-on dire. Alors, à partir de ce plan, bien sûr, on peut comprendre son fonctionnement et aussi le fait que les deux phases ont été une chose relativement complexe à gérer, puisque la partie bureau est occupée jusqu'au moment où on commence la seconde phase. Alors, quelques images, et notamment un point très intéressant, c'est que le Parti communiste va faire le travail de commentaire, je dirais, et surtout d'ancrage, d'une certaine manière, de ce bâtiment dans l'histoire, puisque il se trouve que le site sur lequel est implanté le bâtiment a été le site sur lequel on a déplacé l'exposition, le pavillon de Melnikov de l'exposition, le pavillon du RSS de Melnikov de 1925, après l'exposition. Et donc sur ce site, il y avait le pavillon de Melnikov remonté, et donc l'organe, un des organes qui était ici, dont je montrais la couverture, la Nouvelle Critique, eh bien comprend sur ce numéro 46 de 1971 un supplément de 34 pages, c'est quand même assez conséquent, une vraie petite monographie, où on retrouve cette histoire de la présence, si vous voulez, de ce pavillon de Melnikov sur le site. Et puis aussi, on développe les constructeurs. Le choix de terme « les constructeurs » n'est pas un hasard, ça fait référence directement à Fernand Léger et son tableau « Les constructeurs », qui est à ce moment-là un ami du Parti communiste, où on détaille donc les personnes qui ont contribué. Et il y a un texte d'Oscar Niemeyer assez intéressant qui relate la conception du bâtiment. On trouve même dans ce document des représentations relativement inédites du bâtiment sous une forme graphique que vous voyez là. La place est faite aussi donc aux constructeurs et notamment à Jean Prouvé et à son apport. Je précise que il s'agit pour moi d'un des plus intéressants murs rideaux parisiens, parce que en réalité pour ce bâtiment, Jean Prouvé va inventer un système d'ouverture à débattement à partir, vous voyez, de deux accessoires extrêmement simples qui sont une poignée, que vous voyez là, et puis juste le système de rotation de la partie supérieure. Et donc ce système qui est encore en place
et qui fonctionne extrêmement bien, confère au mur rideau, si vous voulez, une très grande platitude, hein, bien sûr, avant qu'on invente des systèmes que l'on connaît maintenant de verre sans menuiserie. Voilà la vue qu'on a depuis la colonne, la partie bureau, excusez-moi, sur l'émergence de la coupole, avec, vous le voyez, une chose récurrente qui est par exemple le traitement du sol qu'on avait au Havre, qui est à peu près équivalent, et puis des morceaux de bravoure comme bien sûr la coupole, l'endroit de réunion principal, et les intérieurs qui sont vraiment très intéressants, qui montrent la communauté de pensée avec la Maison de la Culture du Havre, notamment l'idée de ces sols continus, bien que d'aucuns aient trouvé que l'emploi de la moquette verte soit un hommage au Brésil, ce dont je doute, mais enfin, j'ai vu ça écrit quelque part. Bon. Ce qui est surtout important, je trouve, c'est la fluidité, bien sûr, des espaces intérieurs, cette fluidité qui va même jusqu'à les dispositifs en terrasse qui intègrent la mécanique de traitement de l'air, par exemple, au travers de ces formes sculpturales. Oscar Niemeyer a évoqué le très grand respect de cette architecture par ses commanditaires. Le bâtiment est encore en très bon état et d'une manière l'ensemble de ses usagers. Le siège du Parti communiste est toujours choyé par son propriétaire et c'est sans doute des bâtiments de Niemeyer en France celui qui souffre le moins des hasards de l'entretien. Il est classé monument historique à partir de 2007. Et ce n'est pas un hasard, le centenaire de Oscar Niemeyer a sans doute facilité les choses. L'architecture d'aujourd'hui, une formule des éditions Jean-Michel Place, c'est d'ailleurs le dernier numéro de cet éditeur qui possédait cette revue, lui consacre un numéro spécial dans la lignée de tous les numéros qui ont été consacrés à Oscar Niemeyer. À cet architecte dans cette revue. L'invention brésilienne transposée en France par Niemeyer repose, de mon point de vue, comme le pensait quand même Siegfried Guédion, sur des solutions simples appliquées à des problèmes complexes. C'est assez amusant parce que nous avons entendu cette phrase hier au sujet d'Auguste Perret, et vous voyez là qu'il s'agit de formes tout à fait différentes. La générosité du dessin et de la construction de Niemeyer prend place dans les contextes d'une modernité européenne beaucoup plus puritaine, qui explique en partie les effets de contraste que provoque chacune de ces réalisations, qui quelquefois sont revêtues de colibés ou voilà, qui signifient aussi ce contraste architectural. Les architectures de Niemeyer, en articulant des références modernistes héroïques avec la nostalgie d'un futur déjà historique, sont toujours portés par un humanisme généreux plutôt que par un hédonisme solitaire. L'importance de la maison du Parti communiste français ne repose pas que sur son expression architecturale. À l'image de l'hommage rendu à Louis Aragon le 28 décembre 1982, la même année où on ouvre la Maison de la Culture du Havre, la Maison du Parti communiste est aussi un haut lieu symbolique des relations entre culture, politique et architecture. La présence d'Oscar Niemeyer, des artistes, ici le chanteur Jean Ferrat qui regarde droit à la caméra, et des responsables politiques qui en ce début d'année 1980 accèdent à des responsabilités au sein du gouvernement français est significatif de l'héritage que constitue maintenant l'architecture des maisons conçue par Oscar Niemeyer en France. Un héritage peut-être paradoxal dans un pays que je m'amuse fréquemment, mais très sérieusement, à considérer d'une certaine manière comme post-socialiste. Je vous remercie de votre attention.